manchettes aujourd'hui, la crise des opioïdes, le cas de coqueluche en Estrie, la grève des chauffeurs d'autobus scolaires et sur notre plateau, Mélanie Silis et Marie-Chantal Allaire. Bonjour et bienvenue à ce bulletin de la salle des nouvelles. Avec la crise des opioïdes qui sévit, particulièrement dans l'Ouest canadien, la couverture médiatique entourant ces différents produits donne une piètre figure à ces médicaments pourtant fort utiles dans le traitement de la douleur. Malgré ses effets positifs pour les gens souffrant de maladies, la consommation d'opioïdes provenant du marché noir a plusieurs conséquences néfastes chez les jeunes. Gaël Lacroix-Côté, Félix Lévesque et Kino Payou d'Achimien nous informent sur le sujet. Le 12 avril dernier, une nouvelle importante a fait surface dans l'Ouest canadien. Les patients atteints de cancer, de maladies chirurgicales ou de blessures sont en crise d'opioïdes. Leur ordonnance ne suffisant plus, ils décident donc de se diriger vers le marché noir. Go. Quelle est la sentence pour possession ou trafic d'opioïdes? Bien, selon moi, écoute, je n'ai pas la science infuse à ce niveau-là, mais selon moi, c'est la même chose que pour possession d'autres drogues. Le trafic d'autres drogues. Là. Sinon, à Sherbrooke ou dans les environs, y a-t-il déjà eu des arrestations pour trafic de... Moi, à ma connaissance, ça ne me dit rien. C'est un phénomène qui semble peut-être récent. Sinon, savez-vous un peu comment ça fonctionne pour l'achat d'opioïdes dans le marché noir? Écoute, pas vraiment. J'imagine que c'est comme toutes les autres drogues chimiques. Ouais. Les jeunes vont aller voir le fournisseur habituel où ils vont se renseigner qui peut nous en fournir. Sinon, quelles solutions pourrons-nous mettre de l'avant pour contrer le marché d'opioïdes selon vous? Bien, c'est sûr que ça, c'est d'en parler. Hein? D'en parler. Probablement, ce que vous faites déjà là, c'est déjà un pas vers ça, de sensibiliser les jeunes. Moi, c'est ça mon rôle à l'école, sensibiliser les jeunes sur les conséquences de ces drogues-là. Mais c'est beaucoup de faire de la sensibilisation, un peu comme on fait nous autres des policiers communautaires dans les écoles, auprès des jeunes, puis les informer des effets dévastateurs que ça peut avoir. En conclusion, la consommation d'opioïdes venant du marché noir peut devenir dangereuse pour la santé des patients souffrant de cancer, de maladies chirurgicales ou de blessures. C'était Félix Lévesque, Kenny Pinault d'Achimien et Gaël Lacroix-Côté pour le cadre de la salle des nouvelles. Les cas de coqueluche en Estrie ont doublé cette année. Les villes de Sherbrooke et de Magog sont particulièrement touchées par cette éclosion qui touche principalement les jeunes de moins de 15 ans. 24 cas étaient recensés dans la région. Mathis Commune, Mathis Bray et Louis-Félix Côté sont allés s'informer sur le sujet. En effet, les cas de coqueluche sont de plus en plus nombreux. Nous avons voulu savoir comment nous pouvions guérir cette maladie en allant rencontrer Kevin Laroche, professeur en sciences, et Hélène Ferland, infirmière à l'école Lebec. C'est une bactérie qu'on attrape habituellement. Puis là, de plus en plus, il y a cette bactérie-là, elle revient à cause là, que les gens sont moins vaccinés. Le meilleur moyen là, pour qu'on puisse protéger, là, se protéger nous-mêmes, mais aussi protéger là, l'ensemble de la population, c'est de prendre la vaccination. Habituellement, là, quand on a une quinte de toux qui dure depuis quelques temps, on va voir le médecin. Le médecin, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a des tests à faire. On va s'assurer que c'est vraiment une coqueluche. Et suite à ça, si c'est vraiment le diagnostic, on va être obligé de donner des antibiotiques là, pour un certain temps pour cette personne-là. Les gens aux alentours de nous, là, pour se protéger, puis la chose qu'ils peuvent faire, bon, il y a toujours la vaccination, ça on va le ramener toujours, mais aussi c'est de se protéger. Quand on tousse, on dit tout le temps là, de tousser dans notre coude, ensuite de ça, d'aller se laver les mains. C'est ça qui est très important là. C'est une bactérie. Fait que dans le fond, ça va se propager dans l'air. Si j'éternue puis j'ai la coqueluche, tout le monde qui est autour de moi a des risques d'avoir la coqueluche s'ils ne sont pas vaccinés. Là. Fait que ça se propage comme le rhume ou la grippe. Là. C'est un petit peu le même principe. Kevin Laroche ajoute aussi que les symptômes de la coqueluche sont la fièvre, l'écoulement nasal et la toux. Pour conclure, nous espérons que les cas de coqueluche diminueront grâce aux explications et solutions que nous ont offertes Kevin Laroche et Hélène Ferland. C'était Mathis Bray, Louis-Félix Côté et moi-même, Mathis Commune, pour la salle des nouvelles. Du 10 au 17 avril, environ 16 000 jeunes de l'Estrie ont été touchés par la grève des chauffeurs d'autobus scolaires. Juliane Bilodeau, Corinne Charland-Saint-Pierre et Léa Goupy se sont informés sur le sujet afin de connaître les motifs et les conséquences de cette grève.
Pour en connaître davantage sur les causes et conséquences de cette grève, nous avons interrogé Gaëtan Dionne, surveillant et chauffeur d'autobus à l'école secondaire de La Montée. Qu'est-ce que les chauffeurs revendiquent? Pour les chauffeurs, qu'est-ce qu'on revendique? C'est plus un salaire à l'heure de plus haut qu'on a présentement, puis plus d'heures. Plus d'heures pour les nouveaux, parce que moi je fais longtemps, je suis là, ça fait 34 ans. Fait que c'est sûr, c'est moi qui ai le plus d'heures, mais je fais 28 heures par semaine. Puis ceux qui commencent, ils en font 17. Ça fait que 17 heures par semaine, fois 180 jours, c'est pas, sur 40 semaines, c'est pas gros. Il nous a aussi mentionné que la plupart des chauffeurs d'autobus faisaient de la surveillance dans les écoles, justement dû au fait de leur manque d'heures en tant que chauffeur d'autobus. L'école rouvre plus de bonne heure le matin au lieu d'ouvrir à l'entour de 8 heures, mais les écoles rouvrent à partir de 7 heures. Et ça prend un peu de surveillance, le soir, parce que le soir, ils nous font rentrer plus tard aussi, parce que quand il y a des autobus, moi je ne travaille pas le soir, mais là, vu qu'il n'y a pas d'autobus, je vais me faire rentrer le soir pour surveiller le stationnement. Par la suite, nous avons interrogé Juliane Vallière, élève de secondaire 5 à l'école secondaire de La Montée, Pavillon Lebert. Et pour toi, quelles sont les conséquences de la grève? Ça a créé quand même beaucoup de troubles pour mes parents au niveau des livres. Puis ma mère, exemple, est venue me porter à l'école une journée puis est arrivée en retard à son travail. Pour conclure, heureusement, la grève s'est bien terminée. C'était Juliane Bilodeau, Léa Goupy et Corinne Charland-Saint-Pierre en direct de la salle des nouvelles. Le 11 avril dernier, le premier trou noir a été photographié et dévoilé au monde entier. Il s'agit d'une première dans l'histoire de l'astronomie. C'est Katie Booman, une jeune scientifique de 29 ans, qui a réalisé ce tour de force. L'image du trou noir, depuis si longtemps recherchée et si souvent modélisée, a été très médiatisée. La photo fait l'objet de plusieurs articles publiés dans la revue Astrophysical Journal Letters. Toutefois, ces objets célestes restent très mystérieux. Même si certaines de nos théories peuvent être vérifiées à l'aide de cette découverte, il reste beaucoup de recherches à faire sur le sujet. La mine de la compagnie minière Stornoway dans les monts Otis au nord de Chibougamau avait été vantée par le gouvernement de Jean Charest et faisait partie des 11 projets initiaux liés au développement du plan Nord en 2011. Ce projet a nécessité 1 milliard en investissement, dont près de la moitié provient des poches des Québécois. Il s'agit de prêts et d'achats d'actions faits par Investissement Québec, la Caisse de dépôt et le Fonds FTQ. Toutefois, le projet ne semble pas rentable. En effet, c'est à partir de l'ouverture de la mine en 2016 que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, les diamants extraits sont plus petits et moins beaux que prévu, l'équipement s'est avéré inadéquat, la machinerie brisait de gros diamants qui auraient pu être vendus plus cher s'ils étaient restés intacts. Enfin, le prix des diamants sur le marché mondial est inférieur à ce qui était projeté. La soirée du lundi 15 avril 2019, un incendie s'est déclenché dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Le feu prit une grande ampleur très rapidement. Il s'agit du plus important sinistre subi par la cathédrale depuis sa construction. L'incendie entraîne une très forte émotion tant en France que dans le reste du monde, ainsi qu'une importante couverture médiatique. Au lendemain de la catastrophe, le président de la République, Emmanuel Macron, annonce vouloir reconstruire la cathédrale dans un délai de 5 ans. Dès cette année, la chaîne d'alimentation Métro permettra à ses clients d'apporter leurs contenants de plastique et leurs sacs à glissière pour se procurer des aliments dans tous ses magasins, et ce, dès le 22 avril. Le géant de l'alimentation Sobeys emboîtera le pas d'ici la fin du mois dans certaines de ses succursales. Les produits seront pesés à l'aide d'un panier balance avant d'être déposés dans un contenant du client, tandis que les salades seront placées directement dans le contenant jusqu'à la quantité désirée. Ce projet a pour objectif de réduire la quantité d'emballage à usage unique. Après la pause, le volet sportif sur la CSRS, plein feu sur le voyage à New York, Vox Pop sur le code vestimentaire de l'école et en entrevue, Mélanie Silis et Marie-Chantal Allaire. J'ai pas d'amis. Personne m'aime. Ma vie, c'est de la merde. J'ai pas d'argent, j'ai pas de job. Je veux que ça finisse.
c'est ben gay! Hey! Ben oui, c'est gay. T'as-tu un problème avec ça? Le 16 mai prochain, une vingtaine d'élèves participeront à une course de 5 à 10 km qui se tiendra à Laval sur l'avenue du Parc. Nous avons la chance de recevoir Mélanie Silis, l'organisatrice de l'activité Philactive, sur notre plateau pour nous en apprendre davantage sur le sujet. Jessica s'entretient avec elle. Bonjour et bienvenue sur notre bateau. Depuis plusieurs semaines, nous entendons parler de l'organisation Philactive dans notre école. Par le fait même, j'ai entendu parler par les filles de mon entourage que cette course se déroulera le 16 mai prochain à Montréal. Tout d'abord, nous aimerions savoir en quoi consiste votre projet. Bien, le projet de Filles Actives consiste à regrouper les filles un midi par semaine, parfois deux, afin de leur faire vivre des activités variées, puis aussi adaptées à leurs enjeux. Tout ça dans le but de les amener courir à Laval, justement, le 16 mai. Une course soit de 5 km ou de 10 km, là, tout dépendant où est-ce qu'elles sont rendues. C'est ça. Alors, puis l'année passée aussi, à Montréal, il y avait eu 12 000 filles là, de différentes écoles secondaires qui étaient présentes au grand rassemblement. Pourquoi avoir fait cette activité dans notre école et à qui s'adresse-t-elle? Bien, nous, on croit beaucoup aux bienfaits de l'activité physique. Naturellement, ça s'adresse aux adolescentes. Puis il y a des études aussi dernièrement qui ont démontré que les adolescentes, à ce stade-là de leur vie, délaissent beaucoup l'activité physique. Donc, nous, on croit que notre école, on est capable de leur fournir les outils nécessaires pour le succès de Filles Actives, c'est-à-dire la présence d'amis, les modèles, l'encouragement, puis le plaisir aussi dans l'activité physique. Que faites-vous concrètement comme entraînement? Nous, ici, concrètement, ce qu'on fait en activité à l'école, on fait de la course à l'intérieur au gym. Et quand la température le permet, on va à l'extérieur faire du jogging aussi. On fait des activités de mise en forme. On a aussi eu la chance de sortir les filles à 2 reprises pour faire découvrir d'autres activités, entre autres pour le yoga chaud et le spinning. On a fait venir aussi des entraîneurs spécialisés pour différentes activités aussi, comme le Zumba, la méditation pleine conscience et le Tabata. Et on a fait venir des spécialistes pour des cliniques de course. Aussi, il y avait eu une kinésiologue qui est venue offrir un entraînement spécialisé aux filles. Et on a fait venir aussi une nutritionniste qui est venue faire une conférence et un atelier culinaire pour les filles. Enfin, quels sont les objectifs du projet Filles Actives? Bien, nous, ce qu'on vise avec Filles Actives, en fait, c'est que les filles puissent développer des saines habitudes de vie à long terme, puis aussi développer des valeurs telles que l'entraide, le plaisir dans le sport aussi, l'estime de soi, puis le dépassement de soi. Puis, si on arrive à faire ça, bien, pour nous, c'est mission accomplie. Merci d'avoir pris quelques minutes à nous accorder pour cette entrevue. Il y a quelques semaines, l'équipe féminine juvénile de futsal de l'École secondaire de la Montée a participé à son premier tournoi de la saison. Le futsal est un sport d'équipe très populaire chez les jeunes et tout simplement un type de soccer qui se pratique en gymnase. Alison Riendeau-Lahaye et Cassandra Dubé-Ruel ont questionné Maxime Langevin sur la saison en cours. Effectivement, depuis quelques années, l'équipe sportive est entraînée par Maxime Langevin, étudiant en enseignement à l'éducation physique à l'université. Depuis, l'équipe est dans un élan de réussite. Nous l'avons interrogé pour qu'il nous en apprenne plus sur sa troupe. Depuis combien de temps entraînez-vous l'équipe de futsal féminine de l'école? Ça fait 3 ans cette année que je coach. Pourquoi avez-vous choisi cette équipe? Parce que, en fait, je suis allé voir un des matchs avec ma sœur, puis j'ai vraiment vu qu'il y avait du potentiel dans l'équipe. Pourquoi entraîner une équipe de soccer parmi tous les autres sports? Parce qu'en fait, j'ai joué au soccer vraiment longtemps. J'ai fait l'Académie de l'Impact. Ça m'a donné l'envie de partager, dans le fond, mes connaissances.
Êtes-vous confiant pour cette saison? Oui, cette année, on est très confiant. L'année passée, on a terminé 2e. On a passé très proche de finir premier. Cette année, on est très bien parti. Nos 7 premiers matchs, on a 6 victoires, 1 nulle. Donc, on est en avance dans le classement. Nous espérons que l'équipe réussira à atteindre leur objectif de gagner les séries. Rappelons que pour la plupart des membres de l'équipe, il s'agit de leur dernière saison et qu'ils continueront ce sport au cégep. C'était Alison Riendo-Lahaye, Cassandra Dubé-Ruel, en direct de Salle des Nouvelles. Le 4 avril, des élèves de 5e secondaire ont participé à un voyage tout en couleur en direction des États-Unis. Accompagnés de Mélanie Cossette, Patrick Landry, Geneviève Olivier et de Robert Gauthier, ces étudiants ont pu visiter la ville qui ne dort jamais. Pierre-Anthony Fortier et Jackson Lefebvre nous parlent de ce voyage. En effet, c'était. Les élèves du 5e secondaire ont eu la chance de participer au voyage à New York. Une expérience formidable pendant toute une fin de semaine. Des activités organisées chaque jour et un guide des plus enthousiastes étaient tous deux au rendez-vous durant ce voyage. Sans oublier la belle chimie de groupe de cette bande de touristes. Nous avons parlé à Patrick Landry, un des professeurs ayant participé au voyage, pour en prendre davantage. Pourquoi New York? Je pense que New York, c'est quand même une grosse ville, il y a beaucoup de choses à faire, c'est symbolique. Je pense que c'est un choix pour le voyage de secondaire 5 de fin d'année. C'est juste assez loin aussi pour dire on est dépaysé. C'est une ville à voir dans sa vie, je pense. Est-ce que tu peux nous nommer quelques activités qui ont été organisées durant ce voyage? En fait, l'ONU, Times Square, Chinatown, les marchés africains, une messe gospel le dimanche matin, les faire pardonner nos péchés, le Rockefeller Center, Ground Zero, Medieval Time, un souper. Quels seraient les points à améliorer pour l'année prochaine? Écoute, le point amélioré, peut-être une piscine à l'hôtel. Nous avons parlé à des élèves qui ont pris part à ce voyage pour connaître leur impression. Qu'est-ce que vous avez préféré du voyage? Le musée de cire. Le Medieval Time. Parce que les profs nous laissaient beaucoup de liberté. La bouffe. Le paysage en général. Tout, même Mélanie qui chante. En conclusion, ce voyage vers les Amériques fut très apprécié des apprentis voyageurs de l'école Lamonté-Lebert. De la part de toute notre équipe, nous souhaitons une belle expérience à tous les futurs voyageurs de l'année prochaine. C'était Pierre-Anthony Fortier et Jackson Lefebvre pour la Salle des Nouvelles. Le code vestimentaire de notre établissement scolaire entraîne plusieurs émotions variées chez les élèves, puisque l'uniforme est obligatoire et qu'il est là pour rester. Lily Métaillé et Amélie Normand sont allées interroger les élèves de l'école Lamonté-Lebert pour savoir ce que nous pourrions améliorer ou modifier concernant l'uniforme obligatoire. Excuse-moi, jeune homme, ton uniforme n'est pas conforme. Ah, comment aujourd'hui, là? Ben, tu le sais, c'est le code vestimentaire de l'école, t'as pas le choix de le respecter. Que pourrait-on faire pour améliorer le code vestimentaire de l'école? Meilleur coton à thé, parce qu'il est pas assez chaud. Plus de types de chandails. À mon avis, on devrait avoir le droit d'avoir des jogging. Un veste, un manteau. Moi, ce que je ferais, c'est qu'il n'y aurait pas de code vestimentaire. Les pantalons troués, ben on peut en avoir, mais pas trop. Il y a des limites. Mettons que tu as genre toute la cuisse là, de troué, là, non. Tu t'es fait attaquer par un truc sauvage, je sais pas trop. Mais... Ben moi, j'autoriserais les casquettes. Là. Premièrement, les couleurs. Oui, c'est bien beau que ça soit les couleurs de l'école, sauf que c'est pas les plus belles couleurs. Moi, je ferais des grandeurs, mettons, entre small et medium. Parce que moi, mettons, je porte medium, c'est trop serré, puis large, c'est trop grand. Fait que je ferais comme un entre-deux. T'appellerais ça comment? Small et demi, puis medium et demi. Faire une collaboration avec genre Gucci ou Supreme. La plupart des chandails se déchirent ici, puis ça, c'est ça, là, ça me gosse un peu parce qu'on est obligé d'acheter d'autres chandails. Plusieurs élèves ont beaucoup d'idées par rapport aux nouvelles idées pour le code vestimentaire de l'école. C'était Lily Métaillé et Amélie Normand en direct de la Salle des Nouvelles. Voici ce qui conclut notre bulletin de nouvelles. À la réalisation, Rebecca Dufresne et Juliane Vallière. Vos lecteurs, Cédric Olivier Mendez et moi-même, Étienne Dion. Écoutez bien la musique du bulletin. Il s'agit d'une création originale des élèves en concentration musique à l'école Michel Montcalm. Merci et à la prochaine.